Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Sophie Debarge, étudiante en Master 2 de santé publique, orientation promotion de la santé. Merci d'être présente et présent pour ce webinaire consacré aux troubles du spectre de l'autisme et au rôle des proches aidants et aidantes, comprendre les réalités du quotidien, repérer les soutiens possibles et identifier des pistes pour avancer. Et bonjour à toutes et à tous, je suis Yanis Bartho, avec Sophie nous animons ce temps. Tout comme Sophie, je suis étudiant en Master 2, orientation promotion de la santé à l'ISPED, qui est l'Institut de santé publique, épidémiologie et développement à l'Université de Bordeaux. Tout d'abord, je vais vous énoncer quelques repères et règles pratiques durant ce webinaire. Donc tout d'abord, vos micros et vos caméras seront coupés volontairement. Vous pouvez vous poser vos questions tout le long de ce webinaire dans le chat, dans la section QR prévue à cet effet sur votre interface. Certaines questions pourraient également recevoir des réponses dans le chat par les modérateurs. Je tiens également à vous rappeler que le webinaire sera enregistré et qu'un replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ISPED. Donc ne vous inquiétez pas si vous devez partir avant. Et je voulais également vous remercier de ne pas partager d'informations pouvant identifier une personne ou une situation. Et également, un mail sera envoyé à la fin pour accéder à différentes ressources. Donc pour ce webinaire, nous vous proposons un parcours complet qui est pensé pour articuler repères, vécus du quotidien et ressources mobilisables. Et on aura le plaisir d'entendre un panel d'expertes avec la professeure Anouka Mestoy, qui est directrice du Centre Ressources Autisme, qui pourra poser les repères. Madame Desmondim Gransart, qui est proche aidante, qui pourra nous faire partager un témoignage centré sur une situation vécue. Madame Sarah Chandès, qui est assistante sociale au Centre Ressources Autisme, qui présentera les aides, les dispositifs et des repères pour constituer notamment les dossiers MDPH. Et Madame Danielle Lambert, qui est fondatrice de l'association À Montrouge, qui présentera les partenaires mobilisables et des actions concrètes de soutien aux familles. Le programme est assez rythmé. On a d'abord donc une introduction pour poser le cadre, un témoignage, des repères sur les aides et dispositifs, un focus sur le soutien aux familles. Et on gardera ensuite donc 15 minutes pour répondre aux questions via le chat dont vient vous parler Yanis. Nous espérons que ce webinaire répondra en tout cas à vos attentes et vous apportera des réponses concrètes à vos questions. Alors, en fait, il y a eu un tout petit souci de connexion de la part de la directrice du CRA, le professeur Amestoy, et donc de Madame Sarah Chandès, qui tente de se connecter. Donc, du coup, on va vous proposer de commencer en fait avec Madame Desmondim Gransart pour nous apporter son témoignage. C'est à vous, Madame Gransart. Enchantée. Donc, j'ai préparé, puisque mon témoignage ne doit pas dépasser 10 minutes, donc je vais peut-être lire un peu. Donc, veuillez me pardonner hein, si à un moment donné, je ne vous regarde pas droit devant. Donc, tout a commencé dès la naissance, en fait, de mon fils. Quand il est né, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien sûr, les personnes autour de moi, donc surtout médicales, m'ont dit, vous inquiétez pas, c'est votre premier enfant, surtout donc le pédiatre. Et ça m'a pas rassurée, surtout qu'il avait la tête plate, il dormait beaucoup, il n'y avait pas d'interaction, c'était vraiment très particulier. Et j'ai rencontré une ostéopathe au bout de 3 mois qui m'a aidée énormément sur ce parcours où je suis rentrée dans le monde du handicap, où elle m'a dit effectivement votre fils a quelque chose qui ne va pas, il va falloir que votre pédiatre fasse une lettre de recommandation auprès du CHU. Alors elle me l'a dit après, cette ostéopathe qui suit toujours mon fils au jour d'aujourd'hui. Mon fils va avoir bientôt 14 ans. Ils se sont, alors j'emploie des mots, un peu frités parce qu'effectivement, ils n'étaient pas d'accord. Mais mon pédiatre a dit d'accord, ben, on va l'envoyer au CHU. À ce moment-là, j'ai rencontré le docteur Espiltaris, donc la neurologue du CHU à Pellegrin. Je ne sais pas si je peux dire les noms ou pas, mais voilà. Euh, et elle m'a dit effectivement que mon fils avait un retard global de développement. Donc il avait à peu près 1 an et demi et qu'il parlera jamais, qu'il verra que d'un seul œil et qu'il marchera très mal. Alors je vous dis pas les déboires que j'ai eus
Euh, je me rappelle ce jour-là, et ça, c'est marrant parce que la gorge me prend. J'ai énormément pleuré. J'étais avec mon ex-compagnon, qui lui était abasourdi. Il faut savoir que l'accouchement s'était très mal passé aussi. Ça, c'est vrai que c'est un détail important. Ça a été une césarienne très rapide avec beaucoup de. J'ai eu droit à deux péridurales plus un anesthésiste, excusez-moi, qui m'a endormi une partie du corps pour faire la césarienne. Euh, c'est là où j'ai commencé à me dire, d'accord, qu'est-ce que je fais? Donc à ce moment-là, la neurologue m'a dit, ça serait bien d'aller voir une orthophoniste, d'aller voir aussi, elle m'a indiqué pour les orthèses, donc Kid Ortho. Et donc, pour digérer tout ça, en fait, on n'a pas le temps, puisque je me suis dit, voilà, il est encore petit, il faut vite que je fasse les choses. Et donc, j'ai commencé à appeler et j'ai fait preuve de beaucoup de persévérance, parce qu'effectivement, là aussi, au niveau médical, pour prendre les rendez-vous, avoir les bonnes orthophonistes, trouver, parce que là, c'est pareil, ah non, à 1 an et demi, 2 ans, on ne vous les prend pas. Donc, j'en ai trouvé une, très bien pour le départ. J'y connaissais rien du tout. Elle m'a dit, ça serait bien de commencer par le Macathon. Et elle m'a dit, voilà. Donc, j'ai cherché sur YouTube. Alors, j'ai fait d'énormes recherches. Je me suis dit, bon, il parlera jamais. Comment je fais pour qu'il parle? Donc là, je me suis investie aussi dans beaucoup de journaux scientifiques qui parlaient que la musique pouvait développer tout ce qui est neurotransmetteurs et des synapses. Donc j'ai beaucoup chanté pour mon fils, et puis n'importe. Je chantais pour le changer, pour manger, les comptines évidemment, les histoires. Et il est allé, puisque j'ai repris hein, le travail, donc j'étais animatrice dans tout ce qui était école primaire et centre de loisirs. Et là, j'ai trouvé une nounou. Là aussi, c'est un parcours du combattant parce que je travaillais jusqu'à 18h30 et les nounous prenaient jusqu'à 18h. Mais j'ai quand même trouvé. Donc, c'est pour appuyer vraiment que c'est vraiment un parcours du combattant, oui, de trouver les bonnes personnes. Et après, je suis tombée sur une nounou formidable, ce qu'on appelle la crèche familiale. Donc, il allait à la crèche une journée et le reste du temps, il restait avec une nounou personnelle. Et là, elle a fait énormément de travail parce qu'il marchait pas non plus. Donc, je le portais tout le temps jusqu'à l'âge d'à peu près ses 4 ans. Oui, 4 ans. Et oui, Nounou Catherine, je l'ai adorée pour ça. Elle a été mon soutien. Et puis ensuite, j'ai craqué. J'avoue que j'ai, on va dire, oui, crié, pour pas dire gueuler sur mon fils, parce que j'en pouvais vraiment plus là. À un moment donné, avec tous les rendez-vous, j'ai dit, il faut que tu parles, il faut que tu bouges, il faut faire quelque chose. Et cet enfant, donc Mathieu, m'a souri. J'ai compris qu'il comprenait. Moi, je me suis dit, bon, bah, c'est pas bien d'une mère de faire ça, mais en même temps, je me suis dit, on est deux. Euh, Les rencontres avec des professionnels, j'en ai eu des bienveillants qui ont été fondamentales pour son évolution. Pareil au niveau scolaire, il est aussi très volontaire, cet enfant. Alors par contre, pour les recherches, je suis partie partout, en Belgique, en Suisse, en Amérique. J'ai fait ce qu'on appelle le programme Sunrise. Donc, c'est un programme où on va dans le monde de l'enfant. Donc, je suis partie dans le monde de mon fils. Donc, j'avais un couloir où je pouvais fermer à la maison, il n'y avait rien. Voilà, c'était blanc. Euh, et je l'ai observé, je l'ai écouté, si je puis dire, et je rentrais petit à petit dans son monde. Et ensuite, je l'ai amené petit à petit dans mon monde, enfin dans notre monde. Donc je sortais avec lui pour faire les courses, mais ça durait 5 minutes. Quelquefois, il me faisait ce qu'on appelle du bégon vert. Je ne sais pas si vous connaissez la pub de Michel Leb, c'est-à-dire qu'il marchait à quatre pattes. Je me rappelle à l'époque, c'était Auchan, et il criait comme il pouvait pour se faire entendre. Comme partir, alors je ne pouvais pas aller au restaurant,
Les pique-niques, et ben voilà, d'ailleurs mon ex-compagnon me laissait souvent seule avec lui et lui rentrer, donc je le portais pour qu'effectivement on ait quand même une vie, euh, on va dire, normale. Et c'est à partir de l'école maternelle, c'était sa troisième et dernière année, où il a commencé à parler, à être propre. Et là, je me suis dit, oui, ça a porté ses fruits. Donc, il était chez l'orthophoniste, à l'hôpital de jour, chez le psychomotricien, à qui d'ortho, donc pour ses orthèses, mais aussi l'ergothérapeute. Ça, j'en ai fait des kinés linguales. Euh, Qu'est-ce que j'ai alors l'ORL aussi, parce qu'au niveau des oreilles, l'ophtalmologiste, l'orthoptiste, parce qu'effectivement, à ses 6 ans et demi, on m'a dit, voilà, il voit pas bien au niveau scolaire. Et en fait, quand j'ai rencontré cet orthoptiste génial, il m'a dit, il a une amblyopie. C'est-à-dire que l'œil droit ne s'était pas complètement développé. Donc là, on a mis des caches. Il faut savoir que c'est très compliqué aussi. Il fallait inventer. Et là, c'est le papa qui a inventé en disant, tu as un bandeau pirate. Donc il a accepté son bandeau. J'avoue que j'ai changé d'ophtalmologiste parce qu'il m'a dit oui, bah, perdez pas le temps, Madame Gransart, voilà. Et l'orthoptiste m'a dit mais non, c'est le surhandicapé et elle avait raison, puisqu'après au niveau scolaire, eh ben, il voyait. Et il a rattrapé de 1/10 à 9/10 son œil et c'était beaucoup mieux au niveau scolaire. Après, eh ben, évidemment, les dents. Donc, dentiste pédiatrique qu'on garde ben, jusqu'aux 18 ans. Mais comme j'ai dit, est-ce que je peux pousser jusqu'à ces 20 ans? Et ce parcours, en fait, comme bah, ça aussi, comme je pense beaucoup de parents, donc là je lis, hein, parce que il me reste plus que 2 minutes. Je me suis longtemps en fait oubliée, mais j'ai compris que pour accompagner mon enfant, il faut aussi être forte. Et surtout, bah, cet enfant m'a appris euh, des, à être beaucoup plus résiliente, à être aussi tolérante et à être, bah, à me prendre soin de moi. Puisque si je vais bien, il va bien. Donc il m'a appris. Donc je travaille malgré les difficultés en adaptant mon emploi à mes capacités, car je crois qu'aussi il faut que la société, ah oui, ça c'est vrai, crée eh ben, des métiers pour les parents comme moi, puissent continuer à vivre dignement en étant présents pour leur enfant. Ça aussi c'est une autre problématique, c'est que je ne peux pas travailler. Et ce parcours est une aventure humaine difficile, mais aussi une leçon de vie. Je remercie mon fils de m'avoir appris la patience, comme je vous ai dit, la résilience, la simplicité, et de m'avoir ouvert à une nouvelle vision de la vie, garder ma spontanéité et mon ouverture d'esprit avec l'amour. Et je souhaite que mon témoignage puisse sensibiliser, aider et peut-être encourager d'autres familles à ne pas baisser les bras, parce qu'il y a toujours des ressources, des rencontres bienveillantes et surtout beaucoup d'amour. Et je voulais remercier aussi les associations, parce que j'ai oublié, heureusement, dans tout ça, j'ai trouvé la première association, M en Rouge, qui m'a aidé énormément à pouvoir continuer eh bien, ce parcours. Merci beaucoup Desmondine pour ce témoignage qui était intéressant et très touchant à la fois. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions si vous en avez dans la section questions-réponses QR sur votre interface. À présent, nous accueillons la professeure Anouka Mestoy, pédopsychiatre et directrice du Centre ressources autisme de l'Aquitaine, avec pour objectif de poser des repères, faire le lien avec la manière dont la promotion de la santé peut accompagner les proches aidants et aidantes. Euh, Madame Amestoy, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, désolée pour ce changement de dernière minute d'ordre de vos emplois du temps, mais en même temps, j'écoutais avec intérêt l'intervention de cette maman avant et je trouve que c'était une très bonne entrée en matière en fait finalement pour poser votre questionnement sur ce webinaire. Alors, j'ai préparé quelques diaporamas pour soutenir un peu la discussion et puis pour pouvoir, est-ce que vous pouvez me demander, m'autoriser à partager? C'était pas forcément dans nos échanges autour du webinaire, mais je me disais que c'était pas mal que vous ayez un support aussi visuel. Et sinon, quand je parle moi en visio pendant 10 minutes, je pars un peu.
On essaye de voir ça avec la collègue de la logistique sur le Normalement, montage. ok. Normalement, vous pouvez l'autoriser en faisant partage. Alors donc moi je suis professeure en psychiatrie de l'enfant et l'adolescent et donc je viens avec ma collègue qui va probablement intervenir juste derrière moi sur les aspects plus du concret sur quels sont les dispositifs qui permettent de soutenir maintenant les aidants et notamment qui sont principalement des dispositifs qui sont pilotés par la MDPH, donc la Maison départementale pour le handicap. Donc, je voulais d'abord vous remercier, vous, promotion de Master 2, qui avait en tout cas une très bonne initiative, à mon sens, pour décider de ce sujet, cette problématique, et aussi dans le choix des intervenants que vous avez choisis pour ce webinaire. Normalement, vous pouvez le faire, professeur Je Mestre. peux le faire? Eh ben, c'est bon, je le vois, ça marche bien. Alors, attendez, le mien, c'est celui-là. Ok. Je vais peut-être le mettre en plein écran. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? C'est bon? Donc merci à vous, jeunes étudiants, de donc notre avenir et notre futur à tous. Donc c'est une très belle idée en tout cas, et ça veut dire qu'il y a vraiment aussi je pense, des forces vives pour réfléchir aussi à la structuration et à, à comment on oriente un peu les décisions des pouvoirs publics pour améliorer justement le quotidien de ces personnes, et d'avoir choisi donc la thématique de l'autisme. Donc le contexte en 2026 qui supporte votre choix de webinaire, c'est effectivement que on est de plus en plus donc maintenant bien convaincu que quand on parle de troubles du neurodéveloppement et d'autisme, on n'est pas dans quelque chose qui est l'ordre de la maladie rare, on est dans une problématique qui va toucher un grand nombre d'individus puisqu'on est actuellement sur des prévalences entre 1 et 2 pour l'autisme, et pour tous les troubles du neurodéveloppement, une prévalence qui va jusqu'à 15 de la population, et notamment 15 des adolescents. Donc c'est pas anecdotique, et que derrière chacun de ces enfants autistes et de ces adultes autistes, eh ben, il y a un ou plusieurs aidants familiaux dont le rôle a été toujours essentiel et très longtemps peu reconnu et peu soutenu, un peu à la différence d'autres formes de handicap qui étaient dites plus visibles. C'est vrai que l'engagement des aidants autour des troubles du neurodéveloppement et dans l'autisme a été positionné souvent en second rôle, ou même avec une autre interprétation dans l'émergence des troubles. Donc c'est une très belle chose qu'on puisse de plus en plus promouvoir ces postures et ces rôles, et pouvoir réfléchir à comment la société peut de mieux en mieux les accompagner. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que depuis 2018, l'État a vraiment engagé deux stratégies nationales. Donc, il y avait des plans pour l'autisme avant ça, mais maintenant, il y a deux stratégies nationales qui guident les pouvoirs publics. Et au sein de ces deux stratégies nationales qui sont ambitieuses, il y avait vraiment un objectif de mieux cibler et de mieux proposer des outils pour accompagner les personnes autistes en elles-mêmes, mais aussi les aidants et les familles. C'était vraiment au cœur de ses priorités. Donc la deuxième stratégie, pour que tout le monde se bien dans quoi on se situe là, puisqu'on est dans la deuxième stratégie qui va courir normalement jusqu'en 2027, avec potentiellement aussi souvent un RAB sur l'année d'après. Cette stratégie nationale, qui est assez ambitieuse, puisque 80 millions d'euros en France, c'est pas rien. Elle a été surtout structurée, à la différence des autres stratégies, sous la forme d'un cadre de consultation citoyenne dans lesquels, justement, la prise en considération et la voix des aidants a été priorisée par rapport aux autres dispositifs et aux autres stratégies et aux autres plans qui avaient lieu avant en France. Donc c'est un peu quelque chose qui a été innovant et qui vaut la peine d'être souligné, et que malgré le fait que cette stratégie on n'est pas encore bien une lisibilité des retombées, puisqu'elle elle n'a pas terminé, la question des bilans n'est pas encore d'actualité. Et ben, on sait que c'est quelque chose qui va être regardé, ça. Comment les aidants ont été accompagnés et quels sont les changements qui ont eu lieu pour la vie des aidants via cette stratégie. Donc cette feuille de route et les partenaires qui l'ont constituée est constituée de 6 engagements. Et pour aussi un tout petit peu recontextualiser la place des familles, eh ben finalement, l'intérêt et le questionnement autour du rôle des aidants, eh ben, elle va concerner deux désengagements, puisqu'on va retrouver dans l'engagement 5 la notion de soutien de la paire-aidance et de l'autonomie, puis on verra aussi la question de l'autodétermination apparaît dans cet engagement-là. Et l'engagement 6 est complètement en fait orienté sur la question de la qualité de vie des familles et des personnes. Et vraiment, les objectifs dans cet engagement 6 et les mesures qui sont déclinées derrière sont vraiment des mesures qui sont censées favoriser la paire-aidance, la rendre plus lisible, et améliorer la qualité de vie des aidants, d'accord? Par plusieurs leviers dont on va parler. Hop, si j'arrive à faire changer mes diapos.
Ah, c'est pas un problème, c'est un autre. OK. Donc, les défis qu'on a en 2026, puisque c'est l'idée de mon intervention, c'était vraiment d'introduire ce webinaire. Donc, c'est d'abord de reconnaître, s'appuyer sur quoi? C'est s'appuyer sur la reconnaissance légale et sociale des aidants, qui est maintenant possible, puisqu'on a un statut légal d'aidant, d'accord? Une personne qui vient en aide de manière régulière et non professionnelle, mais ça, je pense que vous êtes tous au courant de ça. Ce qui est surtout très important, c'est que ce statut légal est souvent très associé dans les textes à la notion d'impact, d'accord? C'est ces deux dimensions qui sont extrêmement bien accolées. C'est pas qu'une dimension de faire les dents, c'est une dimension de faire qui a un impact aussi. Et que considérer quelqu'un dans sa dimension des dents, c'est pas le considérer seulement dans sa capacité de savoir-faire et ça va accompagner au quotidien, mais c'est aussi d'associer à ça la reconnaissance d'un impact important sur sa vie à elle et sur notamment les aspects financiers au-delà des aspects professionnels qu'on vient d'entendre par la maman qui explique qu'effectivement, avec son statut d'aidant, elle ne peut plus travailler. Donc ça, c'est ma collègue qui va vous le décrire, mais que cette reconnaissance légale, elle a une conséquence, c'est que maintenant, il y a plusieurs dispositifs qui sont des dispositifs qui vont permettre justement de rendre compte de ces deux aspects, de l'expérience et de la compétence et du savoir-faire, mais également de l'impact sur la vie professionnelle avec la proposition d'avoir plusieurs niveaux d'aide dont Sarah Chandès va vous parler tout à l'heure. Le défi de la promotion de la santé pour les aidants, c'est quoi? C'est comment ces nouvelles façons de considérer le rôle des aidants et des familles va influencer dans les pratiques de soins et quels sont nos leviers dans les pratiques de soins pour améliorer la condition des aidants. Eh ben, la première chose qui est importante, c'est que euh, promouvoir la santé, c'est surtout améliorer l'accès au diagnostic et le faire le plus précocement. Et ça, c'est pas forcément implicite, mais ça a un impact direct sur la qualité de vie et sur la question de la notion d'aidant, puisque la principale chose, et ça a été bien décrit dans le témoignage juste avant, première chose et le premier défi auquel est confronté un parent, c'est la question de l'attente, de l'errance et de la recherche de lieux de diagnostic et de prise en charge qui finalement a longtemps reposé sur l'énergie et la dynamique familiale. Et que l'amélioration des systèmes de santé et l'amélioration de l'accès au diagnostic, donc c'est ce qui est fait dans la stratégie pour l'autisme avec les PCO, les plateformes de coordination, c'est un très bon levier et c'est un outil qui va notamment être très lié à l'amélioration de la qualité de vie des familles, puisqu'on va réduire toute cette temporalité d'errance qui était une temporalité d'épuisement aussi avant même que le diagnostic soit posé. Dans les innovations, ce qu'on peut aussi soulever, c'est actuellement les propositions des différents niveaux d'engagement de la stratégie et des dispositifs comme les CRA, c'est qu'on mette au cœur des dispositifs de soins des dispositifs de formation et d'information qui sont directement reliés en fait aux acteurs qui font le soin. Donc ces dispositifs de formation et d'information, ce sont des formations qui sont orientées pour les aidants et qui ont été pilotées par les pouvoirs publics, par les différents plans autisme et des stratégies, et qui maintenant relèvent d'un fonctionnement routinier des services de diagnostic comme les CRA ou les PCO, qui sont dans l'obligation actuellement de pouvoir proposer des formations qui sont rigoureuses, scientifiquement, qui se basent sur des informations scientifiques et qui sont proposées directement aux aidants, d'accord, aux familles, aux fratries, aux grands-parents, etc. L'objectif de ces formations, c'est transmettre les savoir-faire concrets, donc c'est de rendre compétents les familles sans les culpabiliser. Et ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on transmet la responsabilité de la professionnalisation autour de l'enfant à la famille. Les professionnels restent les rééducateurs et restent les gens qui sont garants du soin, mais les familles connaissent le savoir-faire et participent à l'utilisation de ces outils-là au domicile. Ce qui est très important de l'action de ces formations des aidants, c'est que ça a une action directe sur la réduction du stress des aidants. Donc plus les aidants vont bien, mieux les personnes avec handicap vont bien aussi. Ça a été dit par la maman. Donc ça, c'est une conséquence directe. Donc former les aidants au sein des dispositifs de soins, c'est aider et c'est soigner la personne. Et enfin, ça permet, ces formations, ça a un effet direct sur la confiance des aidants dans leur rôle. Donc, ça a un effet d'empowerment. Il y a plein de mots qu'on entend parler de plus en plus en sciences humaines et sociales autour du handicap, l'autodétermination, etc., l'empowerment.
Et ces formations, ces actions de formation, elles sont extrêmement importantes pour l'empowerment des familles, on n'est pas dans des modèles de psycho-éducation où on est dans l'accompagnement de la parentalité sur un aspect très thérapeutique. On est directement sur quelque chose qui est concret et de transmission d'outils. Et ça a une incidence beaucoup différente et finalement plus efficace sur la notion d'empowerment par rapport aux pathologies, on le sait. L'autre chose actuellement qui est arrivée dans nos pratiques de soins, donc c'est ces formations qui sont dans les lieux de soins, hein, qui sont donc ouvrir la porte aux aidants et les former comme on peut former des professionnels, mais c'est aussi multiplier les sources d'information et notamment les guides pratiques pour que les parents aient des outils concrets pour faire leur parcours en soins somatiques, leur parcours en accompagnement gynéco, leur parcours en accompagnement dentaire. Tous ces éléments-là font l'objet maintenant de guides pratiques. Donc, je vous laisse aller, pour ceux qui le souhaitent, aller voir la Maison de l'Autisme qui référence tous ces outils-là. Et c'est aussi une action qui a montré son efficacité et qui, à mon avis, fait partie de ce qu'on doit promouvoir dans la santé. Le réseau des pères aidants, c'est-à-dire aller vers aussi l'animation territoriale de ces expériences. C'est très important de pouvoir territorialiser et d'avoir un réseautage territorial des forces des aidants. Et pour finir, ce que je vous ai expliqué un peu en préambule, c'est de pouvoir s'approprier, nous, dans les systèmes de soins et dans les objectifs des dispositifs d'accompagnement, ce concept d'autodétermination qui a un vrai impact aussi sur la place des aidants, puisque c'est redonner aussi une forme de contrôle et de droit à la parole aux personnes elles-mêmes. Alors ça a un enjeu qui n'est pas forcément bien compris au départ, mais qui est un enjeu direct aussi de permettre de repositionner le rôle des aidants et d'avoir aussi une réduction de la charge mentale. Donc d'avoir un impact qui n'est pas forcément toujours associé à cette notion d'autodétermination, mais l'impact positif sur les aidants de l'autodétermination, elle est de plus en plus montré, notamment dans les travaux québécois, qui sont les travaux un peu pionniers de l'autodétermination. J'ai été très vite sur une autre dimension, qui est que dans la prise en considération des aidants, dans les promotions de la santé, dans les dispositifs de soins, et ça c'est à vous, futurs épidémiologistes, en tout cas qui allez travailler dans ces aspects-là, macro, c'est de savoir qu'actuellement, reconnaître l'expertise des aidants et reconnaître le rôle des aidants, c'est d'abord de les inclure systématiquement dans tous les projets justement qui les concernent et à l'origine de ces projets-là. Et c'est ce qui a été fait, ce que je vous ai dit pour la stratégie nationale, mais c'est ce qui a été fait aussi pour les recommandations HAS. Et donc c'est important que tout le monde ait bien conscience de l'importance de mettre les aidants dès le départ de toutes les stratégies et les politiques de santé. Donc les perspectives, c'est intégrer la temporalité et les trajectoires individuelles parce que le rôle d'aidant, il change en fonction de ce que vivent les individus et on n'est pas aidant pareil à 5 ans après le diagnostic, 10 ans, etc. Et c'est de s'appuyer sur aussi les exemples un peu internationaux. Donc je vous invite à voir un peu les courants un peu qui se font en Europe, les États-Unis qui ont beaucoup axé sur la question de la déstigmatisation en misant que aider les aidants, c'était d'abord rendre le handicap plus socialement confortable. Donc, c'était de faire des grandes campagnes de sensibilisation. Et puis, plutôt des choses qui sont aussi intéressantes et qu'on peut prendre outre-Atlantique au Québec, qui sont la notion de permanence H24 pour l'accompagnement des aidants. Je m'arrête parce que sinon je vais partir pendant 20 minutes. Merci beaucoup, c'est très éclairant. Et du coup, on va entendre votre collègue, Madame Chandès, qui est assistante sociale donc au Centre Ressources Autisme. On vous écoute sur tout ce qui plutôt touché MDPH pour le coup et les aides qui existent. Merci beaucoup. Voilà, donc du coup bonjour, voilà, donc je suis assistante sociale de CRA. Là, je vais essayer d'aller un peu à l'essentiel parce que pareil, le temps de parler concrètement et de manière plus approfondie de tous les dispositifs, ça prendrait une demi-journée ou voilà. Donc là, je vais vraiment aller à l'essentiel. Donc là déjà, donc quand le diagnostic, j'en ai plus de temps. Quand le diagnostic est posé, du coup, c'est là déjà premièrement, c'est voir où est-ce qu'on peut tout bêtement s'orienter pour demander de l'aide ou avoir ressources.
et quelles préconisations. Il y a les assistantes sociales du département, par exemple en maison des solidarités, je ne sais pas si ça vous parle. Et aussi, on peut demander à l'assistante sociale du lycée ou du collège, aux assistantes sociales du CRA, notamment quand il y a déjà un diagnostic de posé, et des antennes de la MDPH. Bon, je vais vite passer dessus, parce que de toute façon, je parle des autres aides par la suite. Donc là, on fait le point donc, sur les aides principales de la MDPH. Qu'est-ce que j'ai? Attends, excusez-moi pour le bug. Hop. Voilà. Je ne- Alors, j'ai un petit souci. Qu'est-ce que pourquoi il fait ça? Je fais la dernière. Ouais. Et voilà, donc je ne sais pas si vous connaissiez déjà peut-être ces aides. Donc, à savoir qu'à l'MDPH, toutes les aides pour les enfants vont jusqu'à 20 ans, même si même si le parent fait une demande pour son enfant qui a 18 ans, qui est dit majeur, c'est quand même jusqu'à 20 ans à l'MDPH. Donc, on a la fameuse AEH qui est l'allocation d'enfants en handicap. Donc, souvent avec l'AEH, il y a ce qu'on appelle un complément. Donc, ça, on va faire un focus par la suite. Donc, la CMI, qui est la carte mobilité inclusion, où on retrouve la carte stationnement et la carte prioritaire. Les aménagements liés à la scolarité, donc ça va être les fameuses AESH, donc les aides humaines dans l'école, d'accord? Ou par exemple, ça peut être aussi des orientations en ULIS dans des dispositifs spéciaux. Des orientations vers des établissements et des services comme des CESAD et des PCPE, mais pareil, on fait un focus après, d'accord? Et bon, vous l'avez loupé, la PCH, la prestation de compensation de handicap, qui est la plus grosse aide de la MDPH. Pareil, on fait aussi un focus après. Eh bien, on y est. Voilà. Donc, la PCH, la PCH, en fait, elle se découpe en plusieurs. Il y a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs fenêtres à la PCH. Il y a la PCH aide humaine. Je vais d'abord commencer par ça. Décidément, je vais pas y arriver aujourd'hui. Hop, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est les différentes PCH. La PCH, en gros, c'est une aide où il y a d'abord. Alors, pas que. C'est d'abord une aide qui peut être financière, qui est aussi peut-être une aide humaine. Donc, vous avez par exemple l'aménagement du logement. Alors, sur le TSA, c'est un petit peu plus rare, ça va plutôt être sur du cap moteur. Donc, on peut passer. Il y a l'aide technique où si par exemple une famille va demander à ce que il y a un financement sur un casque anti-bruit, des choses comme ça. À savoir que la MDPH prend 75% du devis. Si par exemple casque anti-bruit ou ça peut être d'autres aides techniques. Il y a la PCH aide humaine, donc ça c'est celle qu'on demande le plus en fait. La PCH aide humaine, en gros, c'est dans le dossier MDPH, il faut mettre les difficultés au quotidien et être très factuel. Et en fait, il va y avoir une évaluation parce qu'à la MDPH, il y a des évaluateurs qui sont un peu les yeux hein, et les oreilles de la MDPH. Et à la suite de ça, il y a les médecins du département, parce qu'à la MDPH, il y a aussi des médecins qui vont évaluer le dossier. Et à la suite de ça, qui rentrent en lien avec les parents, notamment pour faire soit des visites à domicile, soit rentrer en lien au téléphone. Et en fait, évaluer. Donc en fait, cette évaluation, elle va porter sur un plan. En fait, ça va être un plan d'heures. Je vous passe un peu les détails qui sont pas très intéressants, mais par exemple, si un évaluateur évalue que selon les difficultés qu'il y a et selon leur quota, il y a besoin de 20 heures par mois et ces 20 heures correspondent, je dis n'importe quoi, hein, c'est une simulation à 400 €, les parents pourront mettre en place sous trois modalités différentes ces aides humaines. On en revient à là. Donc là, on est sur la PCH chez Dumaine. Donc, comme si vous regardez en bas la aide financière versée par le département, vous avez soit les parents, à la suite de l'évaluation qui a été faite, soit ils peuvent mettre en place un service prestataire, d'accord? Soit faire en emploi direct, donc c'est-à-dire prendre quelqu'un au domicile, soit être eux-mêmes aidants familiaux, d'accord? Toujours en respectant le plan qui a été donné. Voilà, donc ça, c'est la PCH aide humaine.
Il y a aussi la PCH aménagement. Donc, c'est une manière de reconnaître leur profession d'aidant Oui, voilà, et de les reconnaître financièrement puisqu'ils touchent une forme de salaire, entre guillemets. c'est ça. Mais toujours en restant dans le nombre d'heures, sinon c'est un surplus financier pour la famille. Oui, donc je vous disais, il y a la PCH transport aussi qui peut venir en compte si effectivement, souvent les déplacements, hein, donc c'est souvent sur les déplacements médico-sociaux. Les aides exceptionnelles, c'est si par exemple un jeune TSA a besoin par exemple de protection, sachant que ça coûte cher, la famille peut le demander. L'aide animalière, on va passer, et il y a l'aide à la parentalité, où là c'est l'aide à la parentalité, c'est pour parce que il y a aussi des parents qui ont même un TSA qui doivent, par la force des choses, devenir aidants d'enfants aussi qui sont TSA. Et l'aide à la parentalité, en fait, c'est ça, c'est quand il y a un parent qui a une situation de handicap, en fait, et ça rentre en compte que pour, attendez bien, enfin, pour les enfants qui ont moins de 6 ans. C'est très carré. Voilà. Et en fait, il y a une enveloppe, c'est jusqu'au 6 ans de l'enfant et ça peut aller ça à 1 500 euros, 1 800, etc., etc. En fait, c'est plusieurs steps jusqu'au 6 ans de l'enfant révolu. Ça permet en fait à la famille de pouvoir faire appel à des aides au quotidien ou enfin c'est un format d'accompagnement au domicile qui peut être un peu à la carte. Oui, ouais. Oui, c'est un peu ça, exactement. Je reviens sur cette diapo-là parce que ce que je voulais juste vous dire, c'est que souvent, c'est forcément, c'est pas explicite, mais on peut pas cumuler l'AEEH, donc l'allocation et la PCH. Surtout si c'est une PCH aide humaine, parce que l'AEH, souvent, les parents le demandent avec le complément. Et c'est là où. Donc, voilà. Donc là, on est sur l'AEH. Donc, en fait, il faut voir ça comme. Il y a comme deux formules à l'MDPH. L'AEEH et son complément ou la PCH. D'accord? Donc, pour l'AEH, donc l'allocation pour les enfants en situation de handicap, c'est la MDPH qui est décisionnaire de l'éligibilité ou pas des parents et c'est la CAF qui verse cette allocation. Donc, ils regardent les dépenses mensuelles en raison du handicap. Donc, voilà, pour un jeune, par exemple, ça va être tout ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale ou la mutuelle. Donc, ça peut être l'ergothérapeute, ça peut être le psychologue, etc., etc. Ils regardent aussi le temps de travail, si un parent a carrément cessé son emploi, ou si on est en mi-temps, 80%, etc. Et le recours à une tierce personne. Alors ça, c'est un petit peu plus rare. Ce qu'on regarde vraiment, c'est les dépenses et le temps de travail. Voilà. Donc souvent, ce qui s'ajoute à l'AEH, c'est un complément. À la MDPH, on a 6 compléments. Donc plus on se rapproche du complément 6, plus il y a des besoins. En sachant que pour les parents monoparentales et souvent les parents isolés, il y a une majoration. Pas pour le complément 1, en principe, c'est à partir du complément 2 qu'il y a une majoration. Donc, l'AEH de base qui est de 150 et quelques euros. Donc, vous ajoutez effectivement si c'est complément 1, complément 2, etc. Et encore une fois, plus on se rapproche du complément 6, plus ça veut dire qu'il y a des besoins aussi à l'extérieur. Donc, il y a aussi besoins paramédicaux, voilà, besoin d'étayer en fait l'accompagnement. À savoir que de toute façon, si le parent a je sais pas, si le parent a le complément 2, il peut toujours, c'est pas fixe, hein, ça peut être un complément par la suite et selon les besoins du jeune, surtout que ça évolue, hein, on peut demander un complément plus élevé, voilà, par la suite. Euh, ah, Voilà. mince. Euh, Oui, donc tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait aussi d'autres orientations, toujours pareil, qui émanent de la MDPH. Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, donc là, c'est les orientations aussi que les parents peuvent demander dans les structures, notamment dans des établissements médico-sociaux. À savoir que en Gironde, c'est ce qu'on dit nous aux parents, c'est que dans ces structures-là, il y a
il y a beaucoup d'attentes et il y a une liste d'attente, hein. Donc on peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans sur liste d'attente en attendant qu'il y ait une place dans ces structures. Donc il y a les orientations en IME, donc c'est effectivement s'il y a une déficience intellectuelle. Il y a les ITEP, si comportement défi, avec opposition massif. Donc les ITEP, vous voyez les CESAD en bas, les IME, les ITEP sont, enfin les CESAD sont souvent rattachés à ces structures-là. Donc les CESAD, donc c'est un dispositif, enfin structure en fait, c'est souvent des équipes mobiles en fait. Et c'est aussi, on oriente les enfants qui sont dans un cours en cours de scolarisation en fait, hein, parce que c'est voilà, dans scolarisation ordinaire ou en dispositif, et c'est sans déficience ou sinon très très légère. Voilà, donc ils peuvent aider l'enfant ou aussi soutenir indirectement la famille pour soutenir un projet, toujours en lien avec ce côté de scolarisation. Par exemple, dans le CESAD, on retrouve aussi une équipe pluridisciplinaire, notamment avec des éducateurs spécialisés qui, quelquefois, peuvent faire aussi tampon hein, avec l'école hein, quand c'est nécessaire. Et puis, on retrouve aussi les DITEP, où c'est un peu plus flexible que les ITEP. Voilà. Donc, c'est une prise en charge, oui, enfin, comme un DITEP, pardon, mais plus flexible. Hop. Et je voulais aussi qu'on parle des PCPE. Donc, nous aussi au CRA, on oriente pas mal de jeunes là-dessus. À savoir aussi que ce que j'ai pas dit précédemment, c'est que les CESAD aujourd'hui, c'est pareil, surtout en Gironde. Euh, Aujourd'hui, c'est des dispositifs qui te viennent emboliser parce que il y a beaucoup de demandes et on est quand même sur des listes d'attente de quelques mois, voire années. Du coup, on oriente aussi sur ce qu'on appelle des PCPE, des pôles de compétences et de prestations externalisées. Comme c'est dit, voilà, donc ça permet de financer. Si par exemple, je vous donne un exemple, si on a un jeune, voilà, donc un jeune qui a été diagnostiqué TSA et que il y a besoin de libéraux comme peut-être même un éducant libéral, un ergothérapeute ou un psychomote. Quelquefois, en libéral, ça peut être aussi compliqué. Puis il y a aussi un reste à charge hein, qui est quand même assez lourd, quelquefois, pour les familles. Et en fait, le PCPE, c'est une sorte de convention, si vous voulez, avec certains libéraux. Et les PCPE peuvent avoir des, euh, des enveloppes. Alors, ça peut aller jusqu'à 500 euros en fait pour les familles pour aider à financer ces libéraux-là et pour tout simplement continuer ces prises en charge. Et en même temps, dans ces fameux dispositifs PCP, vous avez un coordinateur en fait qui oriente et qui soutient aussi les parents dans la prise en charge le temps que ce dispositif dure, en sachant que la plupart du temps, la MDPH, parce que tout ça, encore une fois, c'est sur orientation MDPH, la MDPH, elle l'oriente sur un laps de temps. Ça peut être par exemple, sur 3 4 ans. Maintenant, ils font quand même des orientations un peu plus courtes. Et voilà, et un PCPE, on peut aussi jusqu'à 20 ans, et quoique maintenant, il y a des PCPE qui vont aussi un peu au-delà des 20 ans, quand c'est nécessaire. Voilà, et c'est aussi pour empêcher les ruptures de parcours. J'étais un petit peu rapide. Voilà, j'étais un petit peu rapide. Merci Euh, beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. J'espère que ça a pu éclairer bon nombre de personnes. et oui, bah, j'espère. J'espère aussi. Et j'ai vu plusieurs questions passer dans le chat. Si c'était possible pour vous, Madame Amestoy et Madame Chandès, qu'on lit vos diaporamas dans le mail ressources qu'on enverra à la fin. Est-ce que ce serait possible? Tout à fait, parce qu'effectivement, malheureusement pas là à la fin de votre webinaire pour les échanges avec votre public, mais soit vous nous les faites parvenir et c'est quoi la MDPH? Oui, c'est des petites notions. Ok. Il y a des Je vois personnes qui ont déjà commencé à répondre dans le chat sur certaines questions, Effectivement. mais après, de toute façon, voilà, comme vous ne serez effectivement pas là à la fin, parce que vous avez aussi des obligations professionnelles, on vous renverra les questions qui Ouais. concernent spécifiquement, de toute façon, l'une ou l'autre de vos interventions. Et après, la possibilité de pouvoir avoir vos diaporamas, puisqu'on nous les a demandés, donc savoir si on Mm. pourrait nous les envoyer après, du coup, directement via le mail ressources qu'on fera après, si c'est possible. pas de souci, pas de souci. Parfait. Et puis, encore nos excuses pour notre absence de participation pour la seconde partie de votre webinaire. Pas de souci. Pas de soucis, c'est pas grave. Merci beaucoup encore.
Merci. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Et place maintenant à Madame Danielle Imbert, créatrice administrative de l'association M en Rouge et qui est également proche aidante. Oui. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis donc Danielle Lambert, un des membres fondateurs de l'association Amant Rouge qui existe depuis 2011 et qui est domiciliée sur le bassin d'Arcachon. Alors, pourquoi une association? Parce que je suis maman d'un enfant TSA également, qui a été diagnostiqué relativement jeune puisqu'il a été diagnostiqué à 3 ans. Donc, notre parcours, aujourd'hui, Mathias a 22 ans, il travaille en ESAT et il est relativement autonome, on va dire, par rapport à ce qui était annoncé au départ. Et pourquoi créer une association? Parce que justement, moi, j'avais besoin d'utiliser ce parcours pour ben, aider les gens autour de moi, si c'était possible. Donc, en 2011, on crée Amant Rouge. Nous avons aujourd'hui à peu près 70 familles adhérentes sur le bassin. L'objectif, c'est effectivement de proposer des permanences qui vont nous permettre un samedi matin par mois de nous rencontrer entre parents, d'échanger autour d'un café, de douceur sucrée, ça va être sympathique. Et puis, quel que soit le handicap. Alors, la particularité, effectivement, de Amant Rouge, c'est quel que soit le handicap de l'enfant, c'est-à-dire que tout type d'handicap est accueilli. On a beaucoup d'enfants autistes, certes, puisque le trouble autistique se croise avec beaucoup de handicaps, plutôt. Et, euh, et donc, Amant Rouge accueille les parents en échange, parce que quel que soit le handicap, nous avons tous les mêmes problématiques. Effectivement, ben, compléter un dossier MDPH, accueillir nos enfants, où doivent-ils aller, à l'école, en IME, etc., etc. Également, les prises en charge thérapeutiques, trouver le bon spécialiste, à quel moment. Donc, cette association permet ces échanges-là. Depuis 2014, nous pratiquons également la méthode anti-surf qui permet à nos adhérents, non, c'est bon, qui permet à nos adhérents de pratiquer le surf. Voici ça. Donc voilà, donc là vous avez quelques illustrations. Si on continue, donc il permet à nos adhérents de pratiquer le surf avec un encadrement adapté. Donc de mai à octobre, nous faisons des sessions à l'océan, comme vous pouvez le voir là sur les photos, et de novembre à mai, on va dire. Le reste de l'année, on est en piscine où là aussi, on vient avec les surfs à la piscine, ce qui permet de continuer à travailler l'équilibre, le contact avec l'eau, mettre la tête sous l'eau. Il y a plein de petites activités, de petits jeux. Nous avons également parallèlement tout ça, donc ce sont les activités de plage. Là, voilà, vous voyez la piscine, il y a une illustration sur la piscine. Et depuis novembre 2022, nous avons créé, les membres de l'association Amant Rouge, nous avons créé un surf club qui s'intitule le Mer Surf Club pour donc prolonger ces activités aquatiques qui apportent beaucoup de bénéfices pour le développement de nos enfants, de nos jeunes et moins jeunes, puisque aujourd'hui, effectivement, beaucoup de nos adhérents étaient petits, maintenant ils grandissent, ils deviennent enfants, adultes, adolescents, adultes. Nous proposons également d'autres activités. On a pu voir sur les photos, voilà, des séances d'équithérapie, des séances d'ostéopathie aussi en partenariat avec une association d'ostéopathes, des ateliers de pâtisserie accompagnés par un pâtissier testerin, des rencontres de rugby avec une équipe formée de papas et c'est la photo et de jeunes, voilà, là, voilà. Nous participons également à des présentations de l'association, voilà, dans des établissements scolaires, écoles primaires, lycées, collèges, où on essaie de sensibiliser effectivement tous les publics au handicap. On essaie également de faire découvrir des sports, différents sports pour nos jeunes, donc le paddle tennis, le tennis de table, le sub paddle sur le lac de Sanguinet, la plongée, enfin différentes activités. Euh,
Des rencontres entre nos jeunes adhérents, adolescents et adultes, sont aujourd'hui organisées par deux mamans de l'association. Une fois par mois, elles essaient d'organiser effectivement une sortie, soit au laser game, bowling, soirée dansante, etc., etc., pour le bien-être de tous. Différentes associations également nous accompagnent dans nos projets pour proposer des activités autres. Donc là, vous avez une photo sur la rêve de gosse avec les enfants qui ont découvert donc les avions sur la base de Caso. On a également participé à l'ascension de la dune du Pilat accompagné par les pompiers du Sud-Bassin. On a également fait une journée de drone au pied de la dune du Pilat qui a permis de passer une journée agréable. Donc ça, c'est effectivement l'ascension. Alors là, c'était destiné à des personnes PMR, enfin les personnes pouvant monter sont montées par les escaliers et toutes les personnes PMR étaient accompagnées par les pompiers du Sud-Bassin et sont partis du bas de la dune pour pouvoir avoir le magnifique paysage que tout le monde peut contempler encore aujourd'hui, enfin, même s'il a un peu changé depuis les incendies. Nous organisons également une fois par an, au mois de janvier, une soirée restaurant pour les mamans, une soirée restaurant pour les papas, et également une sortie famille une fois par an au mois de septembre, donc différentes destinations. Là, on a une photo de la sortie famille à La Rochelle. L'année dernière, nous étions à Toulouse. Voilà. Nous prenons en charge également certains soins, visites médicales. Certains soins et visites médicales ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc, Maman Rouge a quand même un budget pour pouvoir permettre à nos adhérents de financer certaines visites. Voilà. Notre bureau essaie d'être le plus actif possible pour obtenir donc des dons, puisque le but, le nerf comme beaucoup de choses, c'est l'argent. Et pour retrouver de l'argent, il faut faire appel à des dons. Et donc, on essaie d'être assez actif et dynamique et de faire participer à pas mal de fêtes euh, sur le bassin d'Arcachon en tant que bénévoles qui vont nous remercier. Et sur ces fêtes-là, on va nous verser une certaine somme de participation. Voilà, toutes ces activités donc permettent à nos adhérents d'avoir un certain bien-être et un certain bonheur, enfin du moins nous l'espérons. Aimant Rouge est donc une association qui a pour credo donc d'apporter du bien-être aux parents et aux enfants, sachant qu'effectivement, si les parents sont bien, les enfants sont bien, et on va dire vice-versa, si les enfants sont bien, les parents sont bien. Et, euh, et nous nous battons également effectivement pour l'inclusion et le partage qui font partie de nos objectifs premiers aussi, et de faire reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on vit avec un enfant qui est en situation de handicap que la vie est plus, enfin, la vie peut être plus difficile, mais elle peut aussi avoir de très bons moments. Et comme l'a dit Desmondine tout à l'heure, avoir un enfant différent, ça apporte aussi beaucoup à nous, personnes adultes, probablement qu'on n'aurait pas évolué de cette façon si on n'avait pas eu ce parcours. Et aujourd'hui, pour moi, c'est plus une richesse qu'une qu'une punition, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Lambert, pour ces témoignages et cette présentation d'association qui est fortement intéressante. Et vous espère vraiment encore énormément de temps, en tout cas, avec cette belle association. Donc merci déjà on n'a plus le professeur Amestoy ni Madame Chandès, mais en tout cas on les remercie de loin encore une fois et on remercie du coup Daniel Lambert et Desmondine Gransart pour la qualité des interventions qui ont vraiment apporté un éclairage précis, on le pense en tout cas sur ces thématiques et sur les ressources disponibles. Et on vous propose maintenant de passer donc à quelques questions. Alors on a effectivement des questions qui sont pour le CRA principalement, mais qu'on leur enverra pour pouvoir vous apporter une réponse la plus précise possible. Mais on a quand même quelques questions aussi pour Daniel Lambert et Desmondine Gransart. Et je vais laisser Yanis, du coup, pouvoir lire les questions et puis vous laisser répondre, du coup, de votre côté. Donc tout d'abord, question
plutôt pour Desmondine Gransart. Euh, Comment est-ce que vous avez réussi à trouver votre équilibre entre votre rôle d'aidant et votre vie personnelle, professionnelle? Ouais, pas évident hein, de trouver cet équilibre. Eh bien, c'est mon fils qui me l'a apporté. C'est avec cette phrase merveilleuse. Enfin, il m'a fait deux phrases. Il m'a dit, on est des ninja warriors, on va y arriver, maman. Et après, il m'a dit, avant de partir dans les étoiles, je veux voyager, voir du monde, manger et partager. Et en fait, j'ai dit, d'accord, je fais comment? Eh bien, en fait, eh bien, je suis partie voir bah, là où j'habite différentes associations. Évidemment, j'accompagne mon fils. Je le vends, entre guillemets, hein, je dis ça toujours. J'explique notre situation. Donc, il est autiste léger et donc avec un retard global de développement. Et je dis, voilà, je suis là, mais est-ce que on peut... Donc là, par exemple, c'est le cinéma de Biganos et Andernos. Marie m'a dit, il n'y a pas de problème. Et donc, une fois par mois, avec d'autres adolescents neurotypiques, j'aime pas trop dire neurotypiques, mais bon, normaux, eh bien, il le fait et c'est extraordinaire. Alors évidemment, j'accompagne, ça c'est sûr, je ne le laisse pas. Donc l'équilibre n'est peut-être pas là comme la plupart des ados, voilà, on les laisse. Mais en fait, moi aussi, j'apprends beaucoup et j'ai la chance, en fait, c'est extraordinaire parce que j'ai la chance de faire beaucoup de choses. Rugby en fauteuil, j'ai fait aussi du catamaran avec lui. Enfin, il y a des choses, je suis même partie en Inde avec lui, vous voyez. Euh, les gens, comme j'ai dit, ça dépend des personnes qu'on trouve. Ils sont bienveillants et là, l'épanouissement est vrai. Et il m'a ancré en fait mon enfant dans cette société. Ensuite, professionnellement, je dois avouer qu'il y a encore de ce côté-là. Alors, j'ai trouvé effectivement du ménage. Voilà, c'est pas l'épanouissement professionnel que j'aimerais. De ce côté-là, c'est vrai que j'essaye de créer. Alors, je ne sais pas combien de temps ça prendra encore, mais vraiment des métiers qui pourraient et en même temps nous aider à prendre du répit et en même temps, ben oui, comme dit Daniel, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Ensuite, pour trouver ce cadre-là aussi, j'ai ben, l'administration française. Il y a une aide aussi, et c'est très bien, je vais en parler comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'AJPP, l'allocation de journée présence parentale. C'est-à-dire qu'avec cette allocation, je peux travailler, mais en même temps prendre des jours de répit. Et donc, ça fait que je peux en même temps travailler le lundi et le jeudi, par exemple, sur ma semaine. Le mardi, prendre pour moi. Et le mercredi et vendredi, j'ai des soins pour lui et pour moi. Parce que comme je vous ai dit, c'est prendre soin de moi. Si je prends soin de moi, mon fils va bien. Donc là, j'ai appris à m'équilibrer. Et donc, j'ai trouvé cet équilibre. C'est-à-dire, je fais partie de la société. Bien sûr, c'est encore difficile, hein. Il n'y a rien comment dire, de parfait. Mais mine de rien, mon fils est heureux. Et comme je dis à chaque fois, si tu es heureux, je suis heureuse. Il y a juste ce côté, oui, professionnel. Voilà. J'ai trouvé cet équilibre après avoir comment, parce que on se recrée et comment perdurer effectivement dans le temps. Oui. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, la réponse est très claire. C'est très intéressant. Euh, pour passer à une question plutôt pour Madame Imbert, au sujet de l'association M en Rouge, quelqu'un demande si vous avez des soutiens financiers tels que l'ARS, de la CAF ou d'autres subventions privées autres que les coûts d'adhésion. Alors, oui, ce n'est pas l'adhésion qui nous rapporte parce qu'on a une adhésion très, très petite puisqu'on demande 20 euros juste pour nos adhérents. Donc, ce n'est pas l'adhésion qui nous rapporte le gros pôle financier. Alors, la CAF nous aide sur certains projets, mais il faut remplir de gros dossiers, hein. La CAF nous aide sur les sorties famille, entre autres. Sur les sorties, les week-ends, on fait un week-end en surf sur ce week-end-là, elle peut nous aider aussi, mais on remplit un dossier, on a un gros dossier à remplir avant pour avoir le retour financier. Après, ce sont souvent des dons privés.
Et on remplit énormément de dossiers pour des fondations, pour avoir effectivement une rentrée d'argent suffisante pour faire vivre décemment l'association, sachant qu'effectivement notre credo est aussi de demander le moins d'argent. Donc l'adhésion n'étant que de 20 euros, après on demande, bon, sur les sorties famille, on demande une participation de 10 euros aux parents parce que c'est la CAF qui nous a dit un jour, mais il faut quand même faire payer un petit peu pour que les gens s'investissent. Et autrement, le but, effectivement, est que les activités proposées soient le plus gratuites possible pour que avoir un enfant en situation de handicap, ça peut être un coût assez important et on n'a pas forcément des revenus parce qu'au niveau, on a été obligé de travailler, on a été... Donc, l'objectif, ce n'est pas de dégréver le budget, effectivement, des parents. Donc, on essaie de trouver le maximum de fonds. On est reconnu comme association d'utilité publique, donc les dons personnels sont déductibles des impôts aussi aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, c'est très bien, Merci. merci beaucoup pour la réponse. Également, quelqu'un demande comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec l'association pour la première fois. Ah ben, il suffit de téléphoner. Attendez, je vais vous mettre un peu. Je ne sais pas si on voit. Non, on voit pas. Alors, sur le diaporama, on va revenir au diaporama. Excusez-nous. Autrement, on a un numéro de téléphone que je peux communiquer. Le 06 21 01 54 48. Vous aurez, c'est le numéro de téléphone de notre présidente, là, voilà, qui apparaît ici. Et autrement, vous avez l'adresse mail andysurfrouge@gmail.com. Et donc, notre présidente répond généralement assez rapidement. Elle est assez disponible parce qu'elle est retraitée aujourd'hui. Et donc, et elle vous donne des explications, effectivement, pour pouvoir contacter à Montrouge et éventuellement participer aux associations, mince, aux activités, aux différentes activités proposées. Voilà. Mais sachez, je ne sais pas, sachez que vous serez toujours les bienvenus. Nous sommes toujours ouverts à- aux parents qui osent, j'ai envie de dire, franchir la porte d'une association, parce qu'on sait aussi qu'il faut un certain temps d'acceptation avant de passer ce cap. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que le message est passé pour les gens qui nous écoutent. Euh, enfin, une dernière question, un peu pour vous deux. Comment est-ce que les associations peuvent-elles compléter l'accompagnement à la fois médical et institutionnel euh, pour, euh, sur Alors, ce tu sujet? réponds? Alors, moi, je vais te donner une partie. Nous, par exemple, on essaie d'apporter un certain répit. Par exemple, quand les parents, les enfants viennent au surf, par exemple, sur la plage, pendant 1 heure, l'enfant est confié à un moniteur avec un encadrement aussi autour. Et donc, pendant 1 heure, ce n'est qu'1 heure, vous allez me dire, mais c'est déjà beaucoup pour certains parents. Pendant 1 heure, le papa, la maman peuvent aller se promener seuls sur la plage, s'asseoir dans un coin avec un livre tranquillement, avoir 1 heure de répit dans un quotidien qui peut être très chargé. Ça peut être aussi les activités proposées par nos mamans sur nos jeunes adultes. Les enfants sont laissés à ces deux mamans et après les parents peuvent aller faire leurs courses, peuvent faire, voilà. Nous, on essaie de proposer, enfin c'est très peu, effectivement, on le sait, mais on essaie de trouver des solutions. Il y a quelques années, on avait eu avant la Covid, on organisait sur la mairie de La Teste, puisque notre association est Asturine, une semaine de centre aéré. Donc, en inclusion dans le centre aéré traditionnel, donc les enfants étaient accueillis en mixité totalement. On était sur notre projet à 100%. Donc voilà, moi ce que je pourrais peut-être Desmondine a autre chose à ajouter. Ben, moi, c'est surtout. Ben, j'étais pas seule. C'est surtout ça. Parce que quand on tombe dans le handicap, quand on n'est pas dedans, et que ben voilà, la partie médicale euh, ne peut pas répondre à toutes les questions, j'avoue qu'aller dans une association, rencontrer d'autres familles, m'a apporté énormément dans tous mes questionnements. Et en fait, je suis entendue.
Parce que c'est vrai que le côté médical, j'en veux pas, mais il faut aller vite, entre guillemets. Là, c'était vraiment posé et entendu et on pouvait poser tout ce qu'on voulait comme question, vu qu'ils étaient déjà passés par là et que moi, j'étais bah, dans l'inconnu complet. Donc, ils m'ont apporté un soutien et un socle où j'ai pu bah, continuer ce parcours. Merci beaucoup Merci pour beaucoup. pour vos deux réponses, très intéressantes également. Quelqu'un demande plus sur l'association Aimant Rouge. Où est-ce que se déroulent les rencontres? Toujours à la Thèse de Buc ou parfois sur le bassin, en Andernos? Euh, Alors, les rencontres, on en a un petit peu partout, puisque aujourd'hui, résidant à Audange, on peut faire des activités sur Audange, c'est-à-dire il y a l'Audangeoise, on est toujours sur le bassin, hein, par contre. L'Audangeoise, qui est une course, là, on peut participer, enfin, on participe à cette activité. Autrement, on va faire du surf plutôt sur le sud, la Teste, aujourd'hui même Biscarrosse, enfin, quoique, on va voir. Sanguinet. On fait du paddle sur Sanguinet, effectivement. Effectivement, nos activités sont plus. Les permanences se font sur la Teste de Bûche parce qu'on a une salle à notre disposition proposée par la mairie, mais autrement, effectivement, c'est plus souvent. Mais notre objectif étant, si possible, d'ouvrir sur le nord du bassin, pourquoi pas. D'accord, merci beaucoup. On a une dernière question. On a une personne qui fait partie visiblement d'une association qui s'appelle Sésame, qui est au Mali, sur Bamako, et qui souhaiterait savoir si c'était possible de mettre en lien en fait l'association Aimant Rouge avec cette association Sésame. Pour Oui, après, tout est partage possible. d'expérience. Je sais pas il y avait un mail peut-être sur le flyer où il y avait que le numéro de téléphone. Oui, il y avait un mail. Handisurf, Peut-être que cette personne peut du coup envoyer un mail directement à Oui, l'association tout pour à mettre en lien fait, les deux tout à associations. fait, tout à fait. C'était la dernière question. Donc, ben, on vous remercie beaucoup pour tous ces échanges. Merci aussi aux Merci à personnes vous. derrière leur Merci à vous. écran d'avoir assisté à ce webinaire. Et pour conclure, on va donner la parole du coup à Élise Verpillot, qui est maître de conférence en sciences économiques et responsable pédagogique du Master 1 de santé publique de l'ISPED, pour nous présenter donc les offres de formation et faire le lien évidemment avec les compétences mobilisées aujourd'hui. Merci. Alors, merci beaucoup pour ben, la qualité hein, des présentations. Je tenais vraiment à remercier tous les intervenants au nom de la direction de l'ISPED, puisque c'est aussi à ce titre que j'interviens ici. Et bien sûr, remercier les étudiants du M2 Proms pour l'engagement, l'investissement et puis l'organisation parfaite, hein. On a été choyés dans le cadre de la préparation de cet événement. Alors moi, avant de revenir sur bah, l'ISPED, hein, je vais surtout vous remercier pour le choix de cette thématique. Et en effet, hein, on voit bien que le rôle des proches aidants, bah, aujourd'hui, c'est un rôle essentiel dans l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Et là, alors ça a été dit rapidement, mais aujourd'hui, on compte plus de 10 millions de personnes qui ont ce rôle de proche aidant. Euh, en France. Et là, on voit bien l'enjeu crucial aussi dans un cadre plus précis que sont les TSA que vous venez de présenter. Alors, ça suscite, hein, et on l'a vu, beaucoup de questions et beaucoup d'intérêt, puisque bah, là, moi, j'ai noté au plus fort de votre présentation plus de 130 personnes plus de 130, qui ont suivi votre webinaire. Donc, bravo vraiment d'avoir choisi ce thème. Et on voit toutes les questions que ça va susciter. Des questions en termes finalement de définition d'aide. Qu'est-ce qu'une aide finalement quand on parle de son enfant? Et on a bien vu en fait être aidant dans ce cas-là au travers des différentes interventions, ben, finalement on sent bien que ça va de soi en fait quand on parle de son enfant. Mais malgré tout, c'est important de pouvoir le définir. On a vu l'importance des aides financières, techniques, mais aussi beaucoup humaines et cette paire aidance qu'il y a entre les différentes associations et entre les parents. Euh, D'autres questions relèvent aussi, que vous avez bien mis en avant dans le cadre de votre intervention, c'est aussi, et bien sûr, l'état de santé des aidants. On est en santé publique, c'est des éléments qui sont très importants et on va
J'ai l'impression qu'on va retenir cette notion de si je vais bien, ben, alors, si je vais bien, alors il va bien, mais s'il va bien, je vais bien aussi. Et là, on voit bien le rôle de l'association, des associations qui ont été présentées, et puis les questions autour de cette conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, qui est aussi extrêmement important. Euh, Là, moi, j'en conclus sur des éléments de plus de santé publique où on voit effectivement, eh bien ici, que ça nécessite aussi le cadre d'une politique de santé qui va être aujourd'hui déterminée par tout ce qui va être virage ambulatoire, volonté d'inclusion. Et cette question va être fondamentale et il va falloir le travailler en lien avec les aidants. Et moi, je voulais vraiment vous remercier pour le choix de l'organisation de cet événement, parce qu'en fait, vous avez réussi, pour moi, à élaborer un exercice de démocratie sanitaire, puisque vous avez euh, réussi à faire interagir ensemble, avec une participation effective, des exemples concrets, plusieurs acteurs de santé publique, que ce soit les associations, les professionnels de santé, les professionnels du secteur social et les pères aidants. Donc, vraiment, bravo pour ça. Et là, on voit bien, souvent on dit à l'ISPED que nos étudiants sont nos meilleurs ambassadeurs. On retrouve bien là tout ce que vous avez pu mettre en avant, que ce soit dans l'organisation de ce webinaire, avec toutes les démarches de gestion de projet que vous avez pu mobiliser, mais aussi sur la connaissance du secteur sanitaire, la connaissance du secteur médico-social. Donc vraiment, bravo à tous. Euh, voilà, c'était vraiment un plaisir de pouvoir participer, de suivre ce webinaire. Merci à vous, Madame Verfio, pour cette intervention et merci à vous de nous avoir permis de mettre en place ce webinaire. J'espère que ça a pu intéresser pas mal de monde. Également, pour rappel, le webinaire a été enregistré et il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'ISPED. Également, un mail vous sera envoyé après le webinaire avec toutes les ressources et les liens utiles. Également, sur votre écran, normalement, maintenant ou dans quelques secondes, va s'afficher le sondage qui est un court questionnaire de satisfaction pour savoir est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes, par exemple. Euh, et ça met vraiment 1 minute à répondre et ça permettra d'améliorer les prochains webinaires. Voilà, merci. Et on profite du coup de ce petit temps pendant que vous puissiez répondre aux questions de satisfaction pour remercier encore toutes les intervenantes pour la qualité, vraiment des apports. C'était vraiment très intéressant et ça nous a vraiment, j'espère que les gens en tout cas ont appris des choses. Merci à toutes et à tous évidemment pour votre participation, vos questions et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci, au revoir.